Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Ce magazine a été préparé par Benjamin Trèves et Léa Varin. À la réalisation, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Olivier Arnay. Ce dimanche, nous nous penchons sur le fonctionnement mouvementé de l'Assemblée nationale ces derniers mois. Fonctionnement qui étonne et suscite la perplexité d'observateurs de plus en plus nombreux, à commencer par un certain nombre de députés. Vous avez déposé plus de 2000 amendements en quelques heures sur une proposition de loi qui compte à peine 10 articles. Vous avez donc fait le choix de refuser le débat en créant les conditions de son blocage. Aujourd'hui, ils pourrissent un débat sur l'agriculture parce qu'en réalité, ils détestent les paysans et les agriculteurs. Et leur manipulation démontre qu'ils détestent la démocratie et l'expression des Français. 40 amendements par député du groupe écologiste et social sur un texte qui est dangereux pour notre santé, pour notre environnement. Non, ce n'est pas de l'obstruction. On n'avait jamais vu un rapporteur qui présentait une motion de rejet sur son propre texte. Et cela vise à une seule chose, s'aborder un texte pour ne pas avoir une seule minute de débat dans cet hémicycle, ni un seul vote dans cet hémicycle sur des sujets plutôt majeurs, sur la santé des Français et des agriculteurs en premier lieu. C'était le 26 mai dernier, devant le nombre d'amendements présentés lors de l'examen de la proposition de loi dite Duplon, visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Le bloc central et la droite faisaient adopter à la surprise générale une motion de rejet préalable de leur propre texte. Celui-ci ayant déjà été adopté au Sénat, pouvait donc poursuivre sa route via une commission mixte paritaire avant de revenir devant les députés. Ce sera le cas mardi prochain. Le parcours baroque de cette proposition de loi n'est pas un cas isolé dans la vie parlementaire mouvementée qui est désormais la nôtre. Le 2 juin, la même procédure était employée avec la proposition de loi de validation de l'autoroute A69. Cette fois-ci, le bloc central avait choisi d'utiliser une motion de rejet déposée par la gauche. Quant à la réforme de l'audiovisuel public, le mystère demeure sur les intentions des uns et des autres. Mais le texte a bel et bien été renvoyé au Sénat, là encore par le vote d'une motion de rejet à l'Assemblée le 30 juin dernier. Jamais, sans doute, depuis les débuts de la Ve République, les couloirs du Palais Bourbon n'avaient connu pareille agitation. Et ces manœuvres ne sont pas tout. L'Assemblée jouit aussi d'une forme de célébrité nouvelle, avec la multiplication de commissions d'enquête particulièrement médiatiques, au risque d'alimenter les critiques sur le registre d'une politique spectacle. Depuis la dissolution, l'Assemblée nationale est donc devenue méconnaissable. Faut-il s'en inquiéter? Au-delà des affrontements rituels de la vie politique, y a-t-il dans ce climat un risque pour notre démocratie? Pour parler de ces questions, nous avons le plaisir de recevoir trois invités. Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Rouen. Vous avez coécrit 5e République, Anatomie d'un régime en crise, ainsi que 7 constitutions qui nous protègent. Stéphanie Despierres, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique et chroniqueuse à LCP, la chaîne parlementaire. Et à distance avec nous, Nicolas Rousselier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de l'histoire politique et de l'histoire parlementaire en particulier. Vous avez signé Le Parlement de l'éloquence et un autre ouvrage intitulé La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France. C'est avec un état des lieux, si vous le voulez bien, que je souhaite débuter cette émission. Stéphanie Despierres, comment avez-vous réagi le 26 mai dernier au rejet de la proposition de loi Duplon, je cite, visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, le rejet d'un texte à l'Assemblée par le groupe qui le proposait pour favoriser son adoption? C'est un procédé assez inhabituel. Complètement inhabituel. En fait, nous, à la chaîne parlementaire, on l'a appris 2 jours avant. On a appris 2 jours avant qu'une motion de rejet allait être déposée par le socle commun sur son propre texte. Au début, on était assez incrédules. On a bien vérifié l'information parce que ça nous paraissait en effet totalement contraire à la procédure et à l'usage. Et on nous a expliqué du côté du socle commun, donc les macronistes plus les républicains, que c'était le seul moyen, selon eux, de contrer l'opposition. Ça paraissait complètement incongru et c'était une manière, en effet, d'aller contre ce qu'ils appelaient, eux, de l'obstruction parlementaire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amendements déposés et que le temps prévu n'aurait probablement pas permis d'aller au bout du texte. Alors ce texte, justement, il est particulier à plus d'un titre. Laurent Duplon, sénateur LR, donc, est lié au syndicalisme agricole de la FNSEA. Ce texte prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire
d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Comment interprétez-vous peut-être politiquement le recours à cette motion de rejet? Il y avait peut-être une manœuvre pour éviter des débats en séance publique sur des sujets très compliqués, très sensibles? Il y avait une manœuvre pour éviter probablement les débats. Il y avait une manœuvre pour contrer tous les amendements déposés par la gauche et par les écologistes, avec l'idée de se dire on va renvoyer le texte en commission mixte paritaire et là on pourra discuter. Je vous rappelle que la commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs. C'est normalement à huis clos, c'est fermé à la presse, même si maintenant on a souvent des fuites, nous les journalistes, et puis par exemple la France Insoumise, quand elle assiste à une commission, de commission mixte paritaire, souvent tweet en direct, donne des infos, etc. Mais normalement c'est fermé, donc c'est selon les députés plus propice à la négociation. Et c'était ça l'idée du bloc central, c'était de se dire, et du socle commun, c'était de se dire on pourra discuter, ça ira mieux en dehors des postures politiques, et voilà. Et l'idée c'était d'arriver à un texte qui conviennent plus au socle commun que ce qui serait probablement sorti de la discussion parlementaire à l'Assemblée. Donc on contourne une obstruction, mais en fait, ça donne aussi une Assemblée nationale qui renonce en réalité à son pouvoir d'écriture de la loi. Très clairement, moi, c'est la sensation que j'ai eue en premier lieu quand on m'a dit on fait une motion de rejet sur un texte qui vient de son propre camp. Je me suis dit, mais en fait, il se tire une balle dans le pied. Ça veut dire qu'on passe exactement, on saute la case Assemblée et on passe la main au Sénat. Et ça s'est produit la même chose la semaine d'après, alors de manière un petit peu différente. Là, le socle commun a soutenu une motion de rejet qui avait été déposée par les écologistes, donc par les opposants au texte sur la 69. Mais finalement, le socle commun s'est dit, ah bah là, c'est pareil, il va y avoir beaucoup d'amendements, ça va être une discussion compliquée parce qu'on sait que le contexte est éruptif dans l'Assemblée et à l'extérieur sur ce sujet de la 69. On va donc voter la motion de rejet pour discuter en commission mixte paritaire. Un tout dernier mot, Stéphanie Despierres, avec vous, avec une question peut-être un peu triviale. Quelle est l'ambiance dans les couloirs de l'Assemblée face à ce type d'agitation et de procédure tout à fait inhabituelle ? Il y a une drôle d'ambiance. Il y a un certain nombre de députés qui ne comprennent plus vraiment ce qui se passe parce que c'est vrai qu'on est dans des procédures compliquées ou complètement baroques. Il y a aussi une partie du socle commun qui voit bien que l'autorité du Premier ministre s'effiloche, qu'il ne se passe pas grand-chose depuis quelques mois et qui a du mal à se mobiliser. Et puis de manière générale, même si la probabilité d'une nouvelle dissolution est très, très, très faible, mais je prends des précautions, c'est dans la tête d'un certain nombre de députés qu'ils se disent qu'il faut qu'ils passent du temps dans leur circonscription pour, en cas de nouvelle élection, on ne sait pas si ce sera dans 6 mois ou dans 2 ans. Voilà. Donc il y a une sorte de démobilisation, un petit sentiment de déprime et qu'on sent même parfois chez l'opposition de gauche qui est pourtant très impliquée voilà, dans les combats politiques. On sent que par moments, eux-mêmes se disent mais qu'est-ce qui se passe et où va-t-on quoi. Et sur la motion de rejet, au sein du socle commun, il y a beaucoup de gens qui me disaient on le fait cette fois, mais il ne faut vraiment pas que ça devienne une habitude parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied et ça revient à dire que l'Assemblée, en fait, ne sert à rien. Et Mathilde Panot parle d'un 49-3 parlementaire. C'est dire effectivement l'état de sidération qui peut saisir un certain nombre d'élus. Anne-Charlène Bézina, je le disais, ce texte n'est pas un cas isolé. Le texte de réforme de l'audiovisuel public, le texte de validation, entre guillemets, de l'autoroute A69 font apparaître des tactiques parlementaires tout à fait inhabituelles. Est-ce que nous assistons à une évolution du parlementarisme français, peut-être à vitesse accélérée ? Alors, je vais vous répondre à cette question, mais je voulais prendre un petit pas en arrière pour rappeler en fait que ces éléments qu'on appelle des éléments d'obstruction, c'est-à-dire qui viennent... Qu'est-ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire ? C'est cette idée de faire perdre du temps ou d'être vraiment dans une forme de fraude en fait au travail parlementaire pour perdre du temps, pour s'aborder une majorité. Ça, c'est pas complètement inédit sous la Ve République, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on parle de proposition de loi. C'est un terme qu'on n'a pas encore employé, mais c'est important. C'est-à-dire que ce sont des textes d'origine parlementaire. Et pour ça, notre droit parlementaire n'est pas le même. C'est-à-dire que les propositions de loi sont discutées dans un temps record, et donc c'est plus facile de faire de l'obstruction. C'est-à-dire que comme il faut que la proposition de loi soit adoptée dans les 24 à 48 heures, et bien de ce fait, plus vous déposez d'amendements, plus vous êtes sûr que vous multipliez le temps, et plus de ce fait, vous êtes sûr de faire échouer toute discussion. Donc c'est pour ça aussi que les proposants sont obligés d'être à l'initiative d'auto-sabordement par rapport au temps
qui leur est imparti. Et je pense que ça, c'est un des grands défauts de notre droit parlementaire, c'est de ne pas traiter de la même manière un projet d'initiative gouvernementale qu'une proposition qui vient de l'Assemblée. Mais c'est pour ça aussi qu'on marche un petit peu sur la tête, parce que depuis 2024, où il n'y a plus de majorité, eh bien, notre droit parlementaire ne fonctionne quasiment que sur des propositions de l'initiative des députés ou des sénateurs, et avec un droit qui n'est pas du tout adapté à ce règlement-là, puisque justement, tout est fait normalement pour que ce soit le gouvernement qui soit à la proposition. Donc on est un petit peu dans des innovations qui sont dues aussi à ce changement de l'initiative. D'accord ? Est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau ? Oui, je pense que c'est une nouvelle page de la Ve République qui est en train de s'écrire. Alors, il y avait un vœu qui pouvait être celui des constitutionnalistes, qui était le mien, celui de ceux qui ont assisté à 2024 comme peut-être une page d'innovation, de se dire, tiens, ça peut être le moment, finalement, de redécouvrir notre parlementarisme et de faire de l'initiative commune, d'arriver à faire des travaux en On commun. a beaucoup entendu ça, effectivement, en 2022 et encore plus en 2024. Exactement. C'est vrai qu'on a été plusieurs à le dire et à le penser. Sauf que, en réalité, on se rend compte que déjà, les habitudes sont une seconde nature et que, de ce fait, notre Parlement n'est pas habitué à avoir toutes les manettes de la discussion. Et on se rend compte, finalement, que ce sont nos partis politiques qui ruinent eux-mêmes ce qui pourrait être la plus grande chance de l'Assemblée nationale, étant donné qu'ils sont incapables de produire de la norme, de produire du consensus. Et on en arrive à ce paradoxe de la commission mixte paritaire. C'est-à-dire que finalement, on arrive à mieux discuter sans caméra à 7 qu'on ne le ferait en séance publique à 577. Ce pourquoi, à mon avis, il est important qu'on se désintoxe un petit peu des caméras au sein de l'Assemblée et qu'on fasse peut-être du travail plus consensuel et en plus petit comité. En termes de droit, Anne-Charlène Bézina, il y a un débat. Alors apparemment, la procédure est bien légale, hein, la motion de rejet de son propre texte, mais ça pose quand même question, ça interroge. Est-ce que c'est complètement constitutionnel ? Alors, je vais vous donner les enjeux du débat et je vais vous dire quelle est ma lecture. La première, c'est que la motion de rejet, je vais citer le règlement de l'Assemblée nationale, est normalement une motion. Alors, comme toute motion, le mot de motion, on l'a pour la motion de censure aussi, c'est tous les actes non législatifs. Et donc, quand le Parlement adopte une motion, c'est un acte généralement préalable, c'est-à-dire avant même qu'on discute. Et la motion de rejet, comme son nom l'indique, c'est au fond, l'Assemblée nationale estime que soit il y a une grosse inconstitutionnalité, c'est-à-dire un risque de défaut énorme, soit le texte n'est pas en état d'être discuté. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de flou dans les termes, qu'est-ce que c'est un texte en état d'être discuté, mais on peut donc l'utiliser pour normalement court-circuiter le débat quand voilà, le texte n'est ni fait ni à faire ou a un gros défaut. Ici, le fait d'utiliser cette motion de rejet, le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas à se préoccuper de la philosophie d'utilisation de ce texte. Et c'est un peu normal, étant donné que la ligne de crête sur laquelle le Conseil constitutionnel travaille consiste à se dire « je regarde le travail parlementaire pour qu'il n'ait pas vicié la loi ». Mais dès lors que le règlement est respecté et que donc le nombre de votes est là, etc., je n'ai pas à vérifier le sentiment parlementaire, la manière dont il a été obstrué ou utilisé, parce que sans ça, je deviendrais un véritable gouvernant. Et donc, toujours soucieux de la critique du gouvernement des juges, le Conseil constitutionnel se retranche derrière cela. Il l'a fait dans une décision de 95, il l'a refait ensuite dans une décision dans les années 2000, il l'a réaffirmé en 2008-2012. Il ne peut pas y avoir de détournement de procédure de la motion de censure dont il serait le juge, de la motion de rejet, mais c'est pareil pour la motion de censure, c'est pareil pour les 49.3. Il ne veut pas être le juge de la philosophie de l'Assemblée. Mais d'un autre côté, on a l'opposition qui nous dit « mais qu'en est-il de la clarté du débat parlementaire ?» Parce qu'au fond, on voit bien ici que le règlement de l'Assemblée n'est pas fait pour ça, que la motion de rejet est un peu dévoyée dans son existence, et le Conseil constitutionnel, en 2005, a créé cet objectif de clarté du débat parlementaire. Je crois malheureusement qu'il ne faut pas lui faire dire trop de choses. Le Conseil constitutionnel l'a utilisé en 2005 dans une philosophie de qualité de la loi, mais certainement pas pour devenir un arbitre. Et je cite ici Laurent Fabius qui a dit « on ne veut pas devenir la chambre d'appel du Parlement ». Nicolas Rousselier, que vous inspirent ces manœuvres ? Y voyez-vous le signe d'une vitalité ou plutôt d'affaiblissement du parlementarisme et du rôle de l'Assemblée nationale en particulier ? Oui, alors écoutez, je crois que quand on parle de parlementarisme, il faut remonter pour que les choses soient le plus claires possible à l'époque qu'on pourrait appeler l'époque historique du parlementarisme. Le parlementarisme, ça veut dire qu'il y a une priorité à la délibération. Et une priorité à la délibération, ça veut dire que le débat, par sa dynamique même, est capable effectivement de produire la loi. C'est-à-dire que le contenu du débat, y compris des échanges vifs, peut, à la fin du processus, littéralement se transposer dans le contenu de la loi. Donc cette période historique du parlementarisme,
finalement, elle est terminée depuis très longtemps, pas seulement depuis 1958, le début de la Ve République, mais les changements ont commencé dès les années 30. Et pourquoi les années 1930? Pourquoi aussi après la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'il y a eu un type de décision, un type de loi, de décision générale, de décision publique qui demandait une forme d'urgence, une forme d'accélération. On peut notamment penser aux politiques économiques, les politiques anti-crise des années 30, les politiques sociales de l'après-1945, les politiques sociales qui ont fondé notamment notre modèle d'État-providence. Donc on voit bien que l'accélération du travail parlementaire est venue s'introduire dans une ancienne logique qui était, si vous voulez, le parlementarisme du temps long, où il n'y avait, par exemple, sous la Troisième République, c'est très significatif, il n'y avait pas de contingentement du temps. Par exemple, ce qui est aujourd'hui les questions au gouvernement, qui sont très limitées dans le temps, à l'époque, c'était un débat d'interpellation qui pouvait durer des heures et qui pouvait même se faire sur plusieurs séances, 2 jours ou 3 jours consécutifs. On prenait le temps, si vous voulez, de crever l'abcès dans des affaires ou dans des questions législatives. Donc cette nouvelle obligation, hein, cette injonction à gagner du temps, c'est en fait l'injonction moderne que l'on trouve en France, que l'on trouve tout à fait aussi dans un régime parlementaire modèle qu'est la Grande-Bretagne, qu'on trouve aux États-Unis entre le Congrès d'un côté et puis l'impératif de gouverner par le président, et c'est célèbre actuellement avec les Executive Orders de Donald Trump. Donc cet impératif, il s'est abattu en quelque sorte sur tous les régimes politiques modernes, toutes les démocraties depuis les années 1930. En fait, la forme nouvelle que prend la démocratie depuis cette époque-là, c'est que l'impératif de gouverner est venu, alors si on veut prendre une image négative, est venu en quelque sorte s'aborder, ou en tout cas extrêmement réglementer, cadrer, formater le débat parlementaire. Alors, dans l'affaire qui nous occupe actuellement, oui, vous l'avez très bien dit, en fait, les deux aspects peuvent tout à fait se défendre. Je n'aime pas mettre les gens dos à dos, mais ici, on voit très bien qu'il y a une sorte d'impératif de gouverner à l'intérieur du Parlement, c'est-à-dire trouver un moyen de s'en sortir, trouver une filière rapide, accélérée, qui permet d'aboutir au vote d'une loi. Donc c'est le cas de la loi du plomb, enfin la proposition de loi du plomb. Et de l'autre côté, il y a l'impératif qui, heureusement, existe toujours, qu'effectivement, il faut donner du temps au temps, il faut donner un espace, un moyen de discussion, sinon, le principe même, le principe qui vient depuis très loin, alors pour la France, c'est depuis la Révolution, pour l'Angleterre, c'est depuis au moins le XIIIe siècle, avec la naissance du Parlement, c'est-à-dire la nécessité qui a toujours été extrêmement compliquée, c'est que la décision doit sortir d'une discussion. Et la discussion n'est pas un impératif donné par un seul pouvoir, c'est que, en fait, c'est le principe même de l'origine de la démocratie parlementaire. On prend un risque énorme, c'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, on laisse tomber l'impératif de la décision dans une arène, c'est pour ça qu'on emploie souvent le terme d'arène, dans laquelle la décision n'est pas assurée à l'avance, parce qu'il y a la division des partis, parce qu'il y a le principe même de discuter et de réussir à transformer le plomb en or, c'est-à-dire le plomb de la diversité des opinions, dans une décision finale. Alors si entre les deux aspects on fait de l'obstruction, c'est-à-dire 2000, 3000 amendements, ça empêche effectivement le vote de la loi, mais de l'autre côté, si on fait cette motion de rejet préalable, on empêche la discussion. Vous voyez, donc c'est vraiment Charybde et Scylla, cette situation actuelle, et effectivement, c'est une page nouvelle de la 5e. Alors, il y a un deuxième aspect très visible de l'activité de l'Assemblée nationale sur lequel je souhaite recueillir vos réactions à tous les trois. Je parle des commissions d'enquête et de leur importance nouvelle, leur importance visible aussi. Les conclusions de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont été rendues publiques ce 2 juillet. Cette commission a mis en lumière un rôle pas toujours connu de l'Assemblée, son pouvoir de contrôle, rôle qui lui était reconnu depuis longtemps dans les textes, mais depuis 2008, ces commissions d'enquête sont reconnues par la Constitution. Chaque groupe parlementaire peut mener une commission d'enquête par an, donc plus les groupes sont nombreux, plus les commissions le sont également. On a beaucoup parlé donc de cette commission sur les violences en milieu scolaire créée à la suite de l'affaire Betaram.
Il y a aussi des cas plus anecdotiques, peut-être, qui relèvent en tout cas peut-être plus de politique politicienne. Une commission d'enquête, par exemple, à l'origine des Républicains, notamment de Laurent Wauquiez, visant à contrôler les liens entre mouvements politiques et réseaux islamistes ou terroristes. C'est une deuxième mouture d'une première commission qui visait explicitement le groupe LFI qui avait été retoqué. Stéphanie Despierres, la multiplication de ces commissions, dont le travail est très visible, très médiatique, c'est une nouvelle visibilité pour les travaux de l'Assemblée ou c'est un nouvel élément de cacophonie, justement ? Alors, tout dépend de l'intitulé de la commission d'enquête, tout dépend de la manière dont sont menés les travaux. On l'a bien vu. Les deux exemples que je donnais sont assez différents, effectivement. Voilà, exactement. La commission dite Betaram. Il y a quand même eu un travail de fond des deux rapporteurs, même si l'un, celui de la France Insoumise, Paul Vanny, a été accusé par le MoDem, le parti de François Bayrou, de monter un tribunal politique, etc. In fine, on a quand même à la fin des analyses et un travail en profondeur qui montre qu'il n'y a pas assez de contrôle des établissements scolaires, etc. Il en sort quand même quelque chose malgré le brouhaha politique et médiatique, mais c'est vrai qu'à certains moments, ça donne l'impression d'être un tribunal qui remplace les juges. Et c'est toute la difficulté et tout l'écueil des commissions d'enquête. Il faut arriver à rester sur cette ligne de crête où c'est une enquête sur la manière dont l'État, l'administration fonctionne, mais sans empiéter sur la justice. Et ça a toujours été un problème. Je vous rappelle que pour monter une commission d'enquête, avant qu'elle se tienne, le garde des Sceaux doit donner son avis, c'est-à-dire dire OK pour une commission d'enquête ou non, parce que là, il y a des procédures en cours où les députés risqueraient justement de remplacer les juges. Donc la mise en place est déjà assez circonscrite, mais c'est vrai que ça n'empêche pas certaines dérives. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup de commissions d'enquête, simplement, comme vous le disiez, parce qu'il y a 11 groupes à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Je crois que sous Nicolas Sarkozy, il y avait 4 groupes, et chaque groupe a le droit de proposer une commission d'enquête. Ce qu'on a vu aussi, et ça c'est nouveau depuis cette année, c'est des commissions, ce qu'on appelle des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les affaires culturelles ou les affaires sociales, qui se dotent des pouvoirs d'une commission d'enquête. Donc là, ça permet d'en faire encore un peu plus, et pour voir comment ça fonctionne, c'est vrai qu'alors certains esprits, un peu des langues un peu de vipères à l'Assemblée, disent que les députés n'ayant plus de gros projets de loi sur lesquels travailler, font des commissions d'enquête pour s'occuper. Il y a probablement... Et se rendre visible. Et se rendre visible, parce que clairement, la commission Betaram a été très suivie, comme l'avait été, rappelez-vous, en 2018, la commission Benalla, comme l'avait été la commission... C'était au Sénat. C'était au Sénat, la commission Benalla, c'était à l'Assemblée, mais en fait, elle avait fait pchit parce que l'Assemblée était complètement bloquée, donc c'est le Sénat, en fait, qui avait fait le vrai travail derrière de commission d'enquête. Avec Philippe Bas notamment. Exactement. Donc c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y en a beaucoup. On est à 11 là depuis un an. Si on regarde par exemple entre 2017 et 2022, il y en avait eu 25. Entre 2007 et 2012, il n'y en a eu que 6. Donc clairement, les députés se sont emparés de cela. Moi, je trouve que ça fonctionne quand il y a un vrai... Si elles sont trop politiques, en fait, ça n'apporte rien à l'intérêt général. Mais c'est vrai que la ligne de crête entre la justice et le rôle de contrôle du Parlement n'est parfois pas simple. Et évidemment, il y a une instrumentalisation politique et médiatique le plus souvent ces derniers temps qui reflète les tensions qu'il y a dans cette Assemblée éclatée. Anne-Charlène Bézina, est-ce qu'il y a là encore un dévoiement de ce que doit être le rôle de l'Assemblée ou est-ce qu'il y a un réel travail parlementaire à l'occasion de ces commissions d'enquête ? Alors, encore une fois, je pense qu'il faut en revenir à la source et en revenir au texte. Les bornes dans lesquelles doivent s'inscrire la commission d'enquête, et vous l'avez rappelé avec, à mon avis, grand intérêt, sont au nombre de 3. On ne travaille pas sur le travail de l'autre Assemblée. On n'a pas le droit de contrôler le Sénat quand on est à l'Assemblée nationale, par exemple. On ne peut pas travailler sur la sphère exécutive présidentielle, en tout cas, étant donné que le contrôle du gouvernement, c'est une des missions du Parlement, évidemment, mais on ne peut pas s'approcher du président de la République puisqu'il n'est pas responsable politiquement. Donc sans ça, en fait, on agite quelque chose d'impossible constitutionnellement, et on imaginerait mal une commission d'enquête aux États-Unis s'en prendre à la personne du président, c'est impossible. Et troisième borne, ne pas poser de problème ou en tout cas interférer avec une instruction judiciaire. Moi, j'ai le sentiment que oui, il y a dévoiement quand on touche en fait à l'une de ces 3 limites. Et à chaque fois, on a médiatisé des commissions d'enquête qui, pour moi, étaient complètement inconstitutionnelles. Par exemple, la question de savoir si Alexis Keller aurait dû se rendre ou non en témoignage à la commission d'enquête sur les eaux, etc. Toutes ces questions-là, au fond, ramènent encore une fois à l'irresponsabilité du président de la République et donc permettent à certains groupes parlementaires d'à nouveau proposer une destitution du président
président de la République, ou en tout cas dire qu'il y a une forme d'illégitimité. Attention, encore une fois, on touche aux limites du droit. Encore une fois, sur l'affaire Betaram, le souci qu'on peut avoir d'interférer alors que des victimes sont encore à dénombrer, alors qu'une instruction judiciaire est en cours, tout ça, moi, me semble poser des problèmes. Et au fond, on touche là à un problème politique qui est ce qu'on veut faire de la commission d'enquête. J'ai toujours tendance à penser que l'américanisation de notre droit constitutionnel est très indue, parce que déjà, nous n'avons rien à voir avec ce système-là. Et les commissions d'enquête des États-Unis sont des commissions très musclées. Pareillement pour les auditions de fonctionnaires, on est sur quelque chose de l'ordre d'un droit d'opposition totalement ancré dans leur histoire. Quand on fait de la commission d'enquête en France, j'ai le sentiment qu'on ne fait pas réellement de l'enquête parlementaire, mais qu'on a tendance à l'utiliser comme un instrument de médiatisation de l'opposition. Et ça, encore une fois, nous venons de le découvrir avec la nouvelle Ve République, que je daterai de 2017. Parce qu'en réalité, cette nouvelle Ve République, on croit qu'elle existe depuis 2024, mais elle existe depuis 2017. C'est-à-dire que quand on a affaire à un parti qui va être un parti de dépassement d'en même temps, d'extrême centre, eh bien nécessairement, on polarise les forces politiques dans les extrêmes de la droite et de la gauche, et on redécouvre les outils parlementaires. Pourquoi je date de 2017 notamment? Parce que voilà, on a la commission Benalla avec Philippe Bas, les commissions Covid qui sont très musclées aussi, et on utilise en fait les commissions d'enquête pour faire une forme de recherche de l'influence de l'Assemblée sur le travail gouvernemental. Ce n'est pas l'objet de la commission d'enquête. Je rappelle que dans sa philosophie, la commission d'enquête, elle informe l'opinion sur un élément non législatif. Donc attention au dévoiement de ces outils qui peuvent coûter cher, à mon avis, à la légitimité du Parlement. Nicolas Rousselier, j'aimerais avoir votre avis d'historien sur l'extrême visibilité des députés, y compris dans des moments d'affrontement avec le gouvernement. Je pense notamment à l'audition de François Bayrou devant cette commission d'enquête que je citais il y a quelques minutes. Son audition, donc le 14 mai, a été un moment de la vie parlementaire. Oui. Votre regard sur cette audition et le rôle de ces commissions? Alors écoutez, je vais vous proposer peut-être deux regards l'un après l'autre. Le premier sur la longue durée. Je disais tout à l'heure, enfin nous disions tout à l'heure qu'il y avait dans l'histoire du Parlement ces deux grandes fonctions, délibérer et gouverner. Il y en avait une troisième en fait à l'origine, je pense notamment au Parlement anglais, qui était juger, donc délibérer, gouverner et juger. L'origine du Parlement, le fait même le mot Parlement, était en réalité parlementer dans une cour de justice. Le Parlement, tout à fait à l'origine, est une forme de cour de justice. Et par exemple, l'histoire anglaise est remplie de l'équivalent, si vous voulez, de premiers ministres qui ont été destitués et pour certains directement décapités par la suite. Donc vous voyez qu'il s'agissait d'un type de jugement qui pouvait aller très loin. La modernisation du Parlement depuis le 19e siècle, c'est d'avoir séparé les deux aspects. D'avoir séparé, selon le principe même de Montesquieu, mais d'un point de vue extrêmement pratique, sans que ce soit forcément la philosophie de Montesquieu, il y a eu progressivement, si vous voulez, la bifurcation, la séparation des parlements qui deviennent de plus en plus des assemblées politiques et législatives, et puis de l'autre, bien sûr, des cours de justice qui font leur travail. Donc ça, c'était un acquis du 19e et du 20e siècle. Alors là, ce à quoi on assiste, et je vous propose le deuxième regard, beaucoup plus actuel, c'est effectivement une sorte de mélange des genres. Ce qui inquiète tout de même, c'est que si nous-mêmes, nous étions à la place du Premier ministre actuel, François Bayrou, on aimerait probablement ne pas être à sa place, parce que ça tient d'une commission d'enquête. Alors la commission d'enquête a sa raison d'être quand elle fait un travail effectivement pour éclairer les citoyens sur des situations qui ont une valeur générale. La valeur générale, ça veut dire que cette valeur générale, elle peut se transposer ensuite dans une loi. Et ça, c'est très bien. Mais quand c'est une affaire individualisée, où on met effectivement la focale sur une personne, sur la personne du Premier ministre, là, tout le monde sent très bien qu'il s'agit d'une opération politique, d'une opération individuelle, et surtout sur les faits. Moi, je suis un simple citoyen. Sur les faits eux-mêmes, on a vraiment l'impression d'être dans le brouillard le plus complet. Est-ce que M. Bayrou a des choses à se reprocher? Finalement, on n'en sait rien à la suite de cette commission et de ces auditions. Et c'est un peu du gâchis, parce que on peut noter qu'il y a eu un très grand nombre de personnes qui ont regardé en direct ou en podcast cette commission. Il y a donc un appétit des citoyens pour des discussions,
pour savoir ce qui se passe, mais ça a été en fait largement dévoyé. Je pense que le mot est exact, ou en tout cas récupéré, ce qui de toute façon n'est pas étonnant en politique, instrumentalisé pour cela. Et finalement, les conclusions de cette commission, je crois qu'il y avait 50 propositions, eh bien, on aurait aimé les connaître, si vous voulez, sans besoin de passer par une opération de politique au mauvais sens du mot. C'est-à-dire que dans l'idéal, on devrait discuter de ce vrai sujet sans avoir à passer par une sorte de filière d'attaque ad hominem. Alors Stéphanie Despierres, Anne-Charlène Bézina et Nicolas Rousselier, avec vous ce midi dans le magazine du week-end de France Culture, nous nous penchons sur la santé de notre système politique et de l'Assemblée nationale en particulier. Je vous propose de faire un bond dans le temps, direction la place de la République à Paris. C'est là que le 4 septembre 1958, Charles de Gaulle présentait sa vision d'une bonne organisation des pouvoirs dans notre pays. Qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Alors Anne-Charlène Bézina, sous la Ve République, à en croire son fondateur, le Parlement est dans son rôle lorsqu'il reste modeste. Les dispositions dont nous parlons depuis le début de cette émission relèvent d'une spécificité de notre régime politique, qui relève donc du parlementarisme rationalisé. Y a-t-il aujourd'hui un dévoiement du parlementarisme rationalisé ? Anne-Charlène Bézina. Non, je ne le crois pas. Comme je ne crois pas d'ailleurs que dans cette phrase du général de Gaulle, il fallait forcément voir une diminution du Parlement. Je vais m'expliquer. Le général parle au moment où on l'écoute, après avoir redétaillé dans une longue succession la première, la deuxième, la troisième et la quatrième de nos républiques pour inscrire justement la cinquième dans le schéma républicain. Néanmoins, sous la Troisième et la Quatrième République, on a dérivé d'un régime parlementaire à un régime dit d'assemblée, c'est-à-dire où l'Assemblée nationale peut, c'est un vocable qu'on a en Grande-Bretagne, tout faire sauf changer un homme en femme, c'est-à-dire vraiment tout faire, de l'acte administratif, de l'acte international, de l'acte constitutionnel, sans qu'il n'y ait plus aucune limitation à son pouvoir. Et c'est ça que le général de Gaulle veut essayer de faire taire le 4 octobre 58. Et Michel Debré dit d'ailleurs, quand il présente le texte de la Constitution au Conseil d'État, nous souhaiterions réaliser le véritable régime parlementaire. Parce que, comme le disait Nicolas Rousselier, dans la Grande-Bretagne, l'équilibre des pouvoirs est tel qu'en réalité, on pourrait bien plus parler de régime primo-ministériel que de régime parlementaire. Parce que ce n'est pas nécessairement les assemblées qui sont les plus fortes que le gouvernement en tant que tel. Donc, au fond, quand le général de Gaulle nous dit on va revaloriser le gouvernement, ce n'est pas forcément pour dévaloriser le Parlement, c'est parce que les deux fonctionnent ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on dévoie ce régime parlementaire avec les outils du parlementarisme rationalisé ? Un peu, nécessairement, par rapport au fait qu'il n'y a plus de majorité, qu'il n'y a plus réellement d'opposition. Et donc, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui les projecteurs braqués sur tout ce qui dysfonctionne de cette Ve République. C'est-à-dire que, à force d'avoir rationalisé le parlementarisme, c'est-à-dire d'avoir donné au gouvernement des éléments pour garder le lead sur le travail de l'Assemblée nationale, eh bien, cette Assemblée nationale ne s'est plus parlementée au sens où Nicolas Rousselier nous le définissait. Il n'y a plus de travail délibératif. Il est impossible de trouver des moyens pour s'entendre, on n'amende plus les textes, parce que si on prend le terme amendement, amender, ça veut dire changer pour rendre meilleur. Est-ce qu'on amende encore les textes dans un sens qui est utile aujourd'hui ? C'est des questions qui méritent de se poser, pas forcément uniquement par rapport à ce qu'on fait dire en moins à l'Assemblée nationale, mais à ce qu'elle pourrait faire en plus, en réalité, avec quelques éléments de son règlement d'Assemblée à changer pour se moderniser de l'intérieur. Stéphanie Despierres, dans le parlementarisme rationalisé que j'évoquais, il y a un outil dont on parle beaucoup, c'est l'article 49.3 de la Constitution, qui donc son usage est limité depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Alors on peut peut-être déjà rappeler ce que c'est. C'est l'article qui engage la responsabilité du gouvernement, qui permet donc de faire voter des textes sans passer par un vote, et donc qui facilite l'adoption de ces textes. On voit que son usage aujourd'hui est de plus en plus critiqué politiquement. Donc, c'est une procédure qui reste évidemment tout à fait légale, mais dont l'usage pose question.
Oui, très clairement, on a vu que le 49.3 sur la réforme des retraites a été très mal perçu dans l'opinion, même si, vous l'avez dit, c'est légal. En fait, le principe, c'est que le gouvernement dit, bon, vous ne voulez pas de mon texte, moi j'engage ma responsabilité. Si vous votez une motion de censure et vous me faites tomber, eh bien, il n'y aura pas de texte. En revanche, si la motion de censure n'est pas adoptée, le texte est considéré comme adopté. C'est ça la vraie logique du 49.3, c'est en effet pour permettre qu'il y ait des décisions et une action gouvernementale. Mais on l'a vu, ça a été très mal perçu. Normalement, vous l'avez rappelé, c'est un 49.3 par session parlementaire, à l'exception des textes budgétaires. C'est pour ça que l'année dernière, en fin d'année, on a eu de multiples 49.3. Elisabeth Borne en avait usé. On est sur des dizaines de 49.3, alors que théoriquement, il n'y en a qu'un par session. Mais là non plus, on n'est pas dans une entorse a priori du règlement, puisqu'elle l'a fait sur des textes. Ils l'ont fait sur des textes budgétaires pour passer des budgets. Donc ça, c'était autorisé. Mais c'est vrai que ça renvoie dans l'opinion une image de violence, de passage en force. Alors est-ce que ce n'est plus adapté au moment ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi parce que ça peut être le constat d'une incapacité du Parlement à discuter, en tout cas à aller au bout de la discussion. On l'a vu pendant la réforme des retraites. Elisabeth Borne a dit, mais moi, in fine, je passe par 49.3 parce que je n'ai pas de majorité, mais parce qu'aussi le texte à l'Assemblée n'avait pas pu aller au bout de la discussion. Il y avait eu 20 000 amendements, dont la moitié a déposé par la France Insoumise. Le gouvernement, lui aussi, avait utilisé une procédure, c'est-à-dire qu'elle avait utilisé un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Alors c'est un peu technique, mais en fait ça lui permettait de jouer la montre, de circonscrire le débat à 20 jours à l'Assemblée nationale. Et donc c'était une manière de contrecarrer les multiples amendements déposés par la gauche. Donc c'est une manière de faire fonctionner le Parlement. Après on voit bien que moi j'avais ce sentiment-là l'année dernière. Tout le monde se disait, et c'est un sentiment qui est encore le cas aujourd'hui, comment on va faire passer des budgets ? On ne peut pas depuis 2022, nous on regardait les débats budgétaires en se disant mais c'est pas possible. Pendant 5 ans, on ne va pas pouvoir faire passer tous les budgets par 49.3. C'est vrai que là, quand il y en a beaucoup, se pose la question d'une certaine légitimité et d'une manière de fonctionner du Parlement. Alors, Nicolas Rousselier, est-ce que l'affaiblissement de l'Assemblée nationale auquel on assiste ces derniers mois était inscrit peut-être dans les débuts de la Ve République que penser de ces mots de Charles de Gaulle que nous entendions il y a quelques minutes ? Je crois que le terme de modeste qu'employait le général de Gaulle désigne un Parlement qui doit en fait contribuer à l'impératif de gouverner, à l'impératif d'urgence, à l'impératif de grands projets de réforme. Il s'agit de transformer la France. Mais le terme de modeste n'était pas synonyme de paralysie. Moi, ce qui m'effraie le plus actuellement, comme tout le monde, je pense, c'est qu'effectivement, on a un sentiment que le Parlement, aujourd'hui, au lieu d'avoir profité de sa fenêtre ouverte en 2022, encore plus en 2024, se trouve en paralysie. Et ici, on voit quand même qu'il y a une différence entre l'analyse que l'on peut faire des textes, des institutions, et puis d'autre part l'analyse stratégique. Moi, ce qui me frappe, c'est que la plupart des acteurs semblent avoir intérêt à la paralysie du Parlement. Pourquoi ? Parce que on voit bien à travers les obstructions des amendements, mais on le voit aussi à travers la dispersion des groupes qui forment un soi-disant bloc central. On voit bien que l'intérêt de tous, c'est en fait un théâtre d'ombre, un miroir aux alouettes, dans le sens où ils n'ont pas intérêt à ce que le Parlement fonctionne. Ils n'ont pas intérêt à ce que le Parlement fasse des réformes sur des sujets qui comptent. La loi du plomb, quoi qu'on en pense sur le contenu, c'est une loi d'opportunité et qui, en fait, n'attaque pas les choses les plus importantes. Donc, les grandes lois, les grandes réformes que le pays doit attendre, transition écologique, question du budget, question de la dette, etc., ces grandes réformes, tout se passe comme s'il y avait une conspiration de paralysie, comme on parle de conspiration du silence. C'est-à-dire que on repousse, tout le monde semble vouloir repousser à 2027 le grand rendez-vous. On donne rendez-vous aux Français, si vous voulez, à l'élection présidentielle. On va redonner à cette élection présidentielle un caractère de baguette magique, où probablement les programmes des candidats seront remplis de projets très ambitieux. On relance la machine, si vous voulez, d'un présidentialisme exacerbé. Mais le grand problème, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2027, il faudra trouver une majorité à l'Assemblée. Rien ne dit que ce sera possible. Et si ça n'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut se passer qu'au lieu de passer par la grande filière démocratique du Parlement, on emprunte la filière de décrets, du pouvoir réglementaire, de ce qu'on appelle ici aux États-Unis les executive orders. Et donc,
quelle que soit la personnalité élue, on a, si vous voulez, le fonctionnement même, la dynamique. Moi, je le vois ici aux États-Unis dans une petite université, le Trumpisme, avec ses décrets présidentiels, a des effets très concrets sur... j'ai été surpris en arrivant dans mon université américaine, a des effets très concrets sur le fonctionnement de cette université. Donc, il faut bien comprendre que la démocratie joue parfois sur un tiroir à double fond, un fond réellement parlementaire et démocratique et un autre fond où l'impératif de gouverner peut finalement se nourrir de lui-même. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Alors, on n'aura pas le temps de diffuser une archive à laquelle je tenais beaucoup, mais c'est dommage. Mais en tout cas, on ne pourra pas entendre Michel Rocard qui évoquait son rêve d'un pays dans lequel on se parle à nouveau. Mais j'ai quand même envie de vous demander, puisque je crois que vous connaissez cette archive, Anne-Charlène Bézina, Nicolas Rousselier, Stéphanie Despierres, cet extrait de son discours de politique générale de juin 1988. À l'image de ce pays où on se parlerait à nouveau, est-ce qu'il existe aujourd'hui une lueur d'espoir qui permettrait d'envisager un renouveau de notre parlementarisme et peut-être une sortie aux crises politiques que nous connaissons, Anne-Charlène Bézina? Alors oui, moi je crois qu'il en existe un, peut-être quand on aura touché le double fond dont parlait Nicolas Rousselier, c'est-à-dire quand on aura compris que l'élection présidentielle n'est pas un salut et que le système majoritaire godillot qu'on a pu connaître sous les débuts de la Ve République, et encore c'est très fantasmé puisque au début de la Ve République on n'était pas en grosse majorité, et bien que celui-ci n'est pas le salut et qu'on peut faire autrement avec très peu de choses. Stéphanie Despierres, en quelques mots? Si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale est fait pour fonctionner en majorité absolue et que tous les outils n'opèrent pas le règlement de l'Assemblée nationale en majorité relative. Donc il faut apprendre à vivre comme ça, et on voit que les partis politiques ont beaucoup de mal. On voit que au quotidien au Parlement, l'objectif de tel ou tel groupe, c'est de se démarquer de tel autre pour montrer qu'il y a un espace politique pour 2027. Et il y a 2027 et dans toutes les têtes, ça se voit. Et tant qu'on n'aura pas un peu fait fi de ça, on est, je pense, condamné à une certaine paralysie du Parlement, même si parfois il se passe des choses. Prenons un exemple pour finir sur une note positive. Le projet de loi sur la fin de vie, qui avait été abandonné par la solution, a été repris parce qu'il y a une pression des députés, de très nombreux bords, parce qu'il y a une pression de l'Assemblée nationale. Et ça a été un modèle de discussion, me semble-t-il, apaisée, intéressante sur le fond à l'Assemblée nationale. Alors, Nicolas Rousselier, c'est vous qui aurez le dernier mot, mais je vais vous demander, si vous le voulez bien, de répondre assez rapidement, si vous le pouvez. Une lueur d'espoir, quand même, donc, dans ce contexte politique. Oui, tout à fait. Il faut quand même toujours rester actif en histoire et face à la politique. Non, il y a des notes d'espoir. C'est-à-dire que les difficultés actuelles du Parlement, on pourrait très bien en tirer assez rapidement des conclusions concrètes, notamment réformer le règlement, contre l'obstruction des amendements, et puis probablement cette motion de rejet préalable, revoir aussi sa place et son usage. Donc on peut modifier les règlements, c'est tout à fait possible. Et donc il suffit en quelque sorte d'être actif par rapport à des aspects qui sont actuellement quand même très difficiles. Grand merci à tous les trois, Anne-Charlène Bézina, Nicolas Rousselier, Stéphanie Despierres. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page du magazine du Week-end. Vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.